Soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous d'information. Voici le sommaire de ce journal. Les activités inscrites au PAP 2020 exécutées à 75% selon le bilan présenté ce lundi par le ministre Sidi Tiemoko Touré, un point qui tient compte des 4 axes majeurs du programme gouvernemental qui compte le renforcement des institutions pour la paix, la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie et la promotion de la jeunesse et des femmes. La stratégie de sécurisation du scrutin électoral du 6 mars prochain, les forces de défense et de sécurité prévoient déployer 33 422 hommes sur tout le territoire. La hiérarchie des FDS présentait ce jour les actions préliminaires de ce plan. Des précisions dans ce journal. Et hors du territoire national, en RDC, l'ambassadeur d'Italie a été tué dans une attaque armée par un groupe non identifié dans le Nord Kivu. Le diplomate italien voyageait avec un convoi humanitaire des Nations Unies. Cette attaque est qualifiée de terroriste par le président congolais. Bienvenue dans ce 23h. Ce lundi, le gouvernement ivoirien, par son porte-parole, présentait le bilan des activités du plan d'action prioritaire. Ce plan, qui contribue fortement à la lutte contre la pauvreté, aura été exécuté à 75%, et cela malgré la crise sanitaire. Des acquis présentés à la presse ivoirienne ce jour, le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Les conclusions du plan d'action prioritaire PAP de l'année 2020 sont publiés devant les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Le ministre Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement, présente des avancées dans la consolidation des acquis socio-économiques enregistrés depuis 2011 sous le leadership du président de la République. Le plan d'action prioritaire PAP 2020 a été exécuté sur la base de 4 axes majeurs: le renforcement de la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie et la promotion de la femme et de la jeunesse. Au plan social, sanitaire et humanitaire, outre les actions classiques qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSGOV, l'État a mobilisé un financement de 95,8 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte nationale contre la Covid. Des actions ont porté sur l'assainissement de l'économie, la réhabilitation et la construction des infrastructures dans les secteurs des routes, des transports et de l'énergie. Il s'agit de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny avec un taux de réalisation de 73%, du 4e pont d'Abidjan à 25%, du pont de Cocody à 19% et du carrefour de l'Indénié à 30%. En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a poursuivi ses actions en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de promouvoir l'insertion professionnelle de la jeunesse. 1000 femmes entrepreneurs ont été mises en réseau sur la plateforme numérique. 50 millions de femmes africaines ont la parole. 2210 jeunes ont bénéficié d'assistance dans la création d'activités génératrices de revenus AGR et 750 pour la mise en place de petites et moyennes entreprises et de projets structurants. Le plan d'action prioritaire PAP 2020, adopté le 28 janvier 2020 par le gouvernement, est adossé au plan national de développement PND 2016-2020. Les activités de ce plan, bien qu'ayant été entravées par la Covid-19, ont été mises en œuvre à 75%, avec 34% des activités entièrement réalisées selon le gouvernement. Parlant de services sociaux de base mis à la disposition des Ivoiriens, et pour cela, rendons-nous dans le département de Kounfao où 2 importantes infrastructures hydrauliques comblent définitivement depuis ce week-end le problème d'eau potable. Les 7 localités de ce département disposent désormais d'une nouvelle station de traitement d'eau et d'un nouveau château d'eau. Le commentaire de Herman Yamia. C'est la fin du calvaire pour la population d'Assampanaye, village de la sous-préfecture d'Etankessé, dans le département de Kounfao. Une nouvelle station de traitement d'eau vient d'être inaugurée par le ministre de l'Hydraulique pour régler un problème auquel était confrontée la population. Pour rappel, c'est en 2014 que ce village a été doté d'un château d'eau. Mais à l'exploitation, il a été constaté que le traitement de type T1 qui avait été initialement prévu n'était pas adapté pour cette eau, ce qui la rendait difficilement consommable. Aussi, la présence du nitrate créait des dépôts dans les canalisations et détruisait les infrastructures, ce qui provoquait des difficultés d'approvisionnement en eau potable, obligeant ainsi les populations à se tourner
vers les puits et les marigots, sources de maladies hydriques. Cette usine de traitement d'un coût global de 126 millions a été entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire. Les travaux ont été réalisés en 6 mois. Grâce à cette nouvelle station, nous avons une production de 462 mètres cubes jour pour un besoin qui est de 112 mètres cubes jour, soit un gain, un excédent de 350 mètres cubes jour. Grâce à ce projet, l'accès à l'eau potable des populations d'Assampanaye et des localités environnantes estimées à 6 574 habitants est garanti jusqu'en 2033. Après Assampanaye, le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Ndakro, toujours dans la sous-préfecture de Tankessé. Ici, il a procédé à l'inauguration du château d'eau de Diinibo et de Ndakro d'un coût de 304 millions de francs CFA. Avec ce projet, une production complémentaire d'eau potable de 330 mètres cubes jour viendra s'ajouter à la production déjà existante. Ce moment, nous l'attendions depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, le président de la République nous a enlevé une épine du pied, qui est la souffrance d'eau potable en Ndakro. Disons merci au président de la République. Les localités de Ndakro et de Diinibo, jusqu'à ce jour, étaient alimentées en eau à partir d'un système d'hydraulique villageoise amélioré HVA de 20 mètres cubes pour Ndakro et 6 mètres cubes pour Diinibo. Les projets liés à la bonne gouvernance se concrétisent. L'administration publique se numérise de plus en plus. Une solution électronique dédiée à la passation des marchés publics est désormais disponible sur les www.ageroutmarché.ci. La plateforme devrait permettre plus de transparence dans les procédures de passation de marchés publics. Le reportage de Cheikh Koné. www.ageroutmarché.ci. Voici désormais la plateforme de gestion des contrats routiers. Objectif, renforcer la transparence dans la passation des marchés publics, optimiser les ressources de l'État et veiller à un meilleur suivi des travaux routiers. Un soulagement pour les entreprises en charge de l'exécution des routes. Cette plateforme vient régler beaucoup de choses dans la vie des entrepreneurs dans le domaine du BTP. D'abord, le temps de passation des marchés. La mise en place des marchés, la soumission jusqu'à l'approbation des marchés, cela met environ entre 7 et 8 mois. Et avec cette plateforme, en un temps record, ça réduit tout ce temps que nous pouvons perdre en 7 mois, soit en 2, en 3 mois. Aujourd'hui, quand un chantier se déroule, il faut que des gens s'y rendent pour savoir ce qui se passe. Moi, le DG, je peux peut-être y aller, mais je ne sais pas tout le temps. Aujourd'hui, avec cette plateforme, nos ingénieurs qui sont sur le terrain donnent en temps réel l'évolution des chantiers qui apparaissent sur la plateforme. Donc, de mon bureau, je peux suivre l'évolution des chantiers qui se déroulent sur le terrain. À travers cet outil, population, entreprises et pouvoirs publics auront la visibilité sur la réalisation des projets en termes de qualité des infrastructures. Un projet novateur qui vient améliorer la gouvernance, mais également l'archivage et la documentation liée à la passation des marchés publics. À ce jour, la plateforme compte 286 DAO, les dossiers d'appel d'offres, mis en ligne, 600 entreprises recensées et un peu plus de 24 600 soumissions de DAO enregistrées. Cela montre l'ampleur du travail qui a été abattu par nos équipes. Et comme perspective, nous prévoyons pour cette année la digitalisation de la production des DAO et les marchés, ainsi que la mise à disposition dans la plateforme de la base de données des prix unitaires. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, cette plateforme électronique vient pallier un certain nombre de problèmes. Les avenants récurrents, la mauvaise qualité des infrastructures routières, la faiblesse des opérateurs du secteur routier, les retards dans la réalisation des infrastructures, l'attribution et le suivi de la mise en œuvre des contrats routiers. Partenaires et parties prenantes, la Banque mondiale a marqué son accord avec un accompagnement à la réalisation du dit projet.
La préparation des élections législatives, nous y venons. La période des campagnes s'ouvre ce jeudi à minuit. Les dispositions prises par la AK pour une bonne couverture de cette période par les médias en Côte d'Ivoire sont présentées dans ce communiqué lu par Jean-Marc Djadji. Le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, AK, s'est réuni en session ordinaire le jeudi 11 février 2021 à l'effet d'adopter le cadre réglementaire devant régir la couverture médiatique de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ainsi, conformément au texte en vigueur, notamment la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle et le décret numéro 2021-63 du 3 février 2021 fixant les modalités d'accès des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, aux organes officiels de presse, de production d'informations numériques et aux médias du secteur public de la communication audiovisuelle, la AK a pris 4 décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels du service public ainsi qu'à ceux du secteur privé d'assurer la couverture de cette élection. Aussi a-t-il été décidé de ce qui suit. En ce qui concerne les médias audiovisuels du service public, les médias audiovisuels du service public doivent veiller à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI à un accès équitable à leur antenne, des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants, ainsi qu'au respect des principes du pluralisme des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. À compter de l'ouverture de la campagne électorale, les médias audiovisuels du service public doivent veiller au respect des principes d'égalité d'accès à leur antenne des partis politiques, groupements des partis politiques et candidats indépendants, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radios et télévisions privées commerciales, à compter de l'ouverture de la campagne électorale, les radios et télévisions privées commerciales désireuses de couvrir ladite campagne doivent veiller au respect des principes d'équité dans l'accès à leur antenne des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Les radios et télévisions privées commerciales peuvent diffuser à titre payant, sous réserve du respect des principes énoncés ci-dessus et sous leur responsabilité, les messages et communiqués des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. La diffusion des dits messages et communiqués doit se faire dans des conditions tarifaires identiques pour tous les partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants. Dans ce cadre, les radios et télévisions privées commerciales doivent communiquer à la AK leur grille tarifaire 72 heures avant l'ouverture de la campagne électorale. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de proximité, dans le cadre de la campagne électorale, la AK autorise les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer y compris en synchrone les émissions spéciales ou d'informations diffusées sur les médias du service public. Ces radios demeurent cependant interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels en ligne, les services de médias audiovisuels en ligne accrédités par la AK et dont l'équipe de rédaction comporte en son sein au moins un journaliste professionnel sont autorisés à couvrir la campagne pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Durant la période de campagne électorale, les services de médias audiovisuels en ligne doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Les services de médias audiovisuels en ligne doivent s'abstenir de diffuser des messages à caractère sexiste et ceux incitant notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la violence. En ce qui concerne la proclamation des résultats,
La AK tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. La AK, pour une couverture médiatique réussie, tient au respect scrupuleux de ses décisions. Fait à Abidjan le 22 février 2021. Et relativement à ces législatives, pour assurer une couverture optimale de cette période, une délégation de la RTI a présenté à la AK un plan de couverture médiatique, le compte-rendu de Grace Kando. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI présente son plan de couverture à la haute autorité de la communication audiovisuelle à quelques jours de l'ouverture de la campagne des législatives. Il s'agit pour le média d'État de soumettre à la AK son projet qui permettra d'assurer l'équité et l'impartialité du traitement des activités des différents candidats. La RTI se doit de couvrir toutes les régions en matière d'information des candidats, de faire en sorte que tous les candidats soient visibles sur cette chaîne publique-là. Et également, après les élections, la RTI doit faire un traitement également équitable de l'information afin de permettre à tous nos concitoyens de savoir ce qui s'est passé pendant ces élections-là. On a été très heureux de savoir que la RTI compte couvrir les 31 régions et les 2 districts de la Côte d'Ivoire. Au total, 205 circonscriptions électorales et la RTI entend jouer sa partition. 1266 candidats en lice pour 255 sièges à l'Assemblée nationale. Le scrutin est prévu le 6 mars prochain, mais avant, la campagne électorale démarre ce 26 février pour s'achever le 4 mars. Et l'organisateur de ces élections, la Commission électorale indépendante, la CEI, informe les candidates et candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 que la liste définitive des candidats retenus est disponible sur son site internet, les www.cei.ci. Elle invite par conséquent ces candidats, conformément au texte en vigueur, à se présenter au siège de la Commission électorale indépendante, 6 à Abidjan, de Plateau, Carrefour, Duncan, pour le retrait de leur affiche et spécimen de bulletins de vote, selon le programme publié sur le site internet www.cei.ci. Le retrait se fera sur présentation du récépissé de dépôt de candidature par le candidat ou son représentant. Et pour toute information complémentaire, les intéressés sont priés de joindre le secrétariat permanent au 27 22 40 09 90. Ces législatives se dérouleront dans une atmosphère hautement sécurisée. C'est en tout cas ce que prévoit le plan d'action des forces de défense et de sécurité. 33 422 hommes des FDS seront déployés en prélude à ces élections. Des simulations de sécurisation ont d'ailleurs été menées dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Des précisions dans cet élément de Abou Sanogo. Pour la sécurisation des législatives 2021, l'armée ivoirienne lance l'opération Vision 255-21. 33 422 personnels de forces de défense et de sécurité ont été mobilisés à cet effet. Ils seront engagés pour faire face aux menaces et aux risques liés au scrutin législatif. Un plan de sécurisation conçu a été dévoilé à Jacquesville à l'occasion de la restitution des exercices de simulation effectués par la police, la gendarmerie nationale et l'armée dans les villes de Séguéla, Kong, Abengourou et Jacquesville. La première phase de l'exercice préparatoire a consisté à des échanges avec des acteurs de la société civile, des communautés, des leaders d'opinion, les autorités administratives et certains élus. La deuxième phase a consisté à faire une cartographie des lieux de vote à risque et la troisième à la gestion des incidents électoraux, ce qui a d'ailleurs permis aux militaires, policiers et gendarmes de maîtriser le terrain et d'avoir des contacts avec les acteurs du processus électoral, de disposer d'annuaires pour établir les liaisons sur le terrain. Selon le chef du PC, le poste de coordination de l'exercice de simulation, un dispositif est en marche à travers le pays pour contrer les intimidations et acteurs de violence. Le représentant du chef d'état-major général des armées s'est félicité de la planification mise en place. Il s'agit donc, in fine, de faire en sorte que nos troupes fassent montre d'un véritable professionnalisme, comme ça a toujours été le cas, et donc de prendre toutes les dispositions pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Nous voulons rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises à cet effet.
Des documents relatifs à la sécurisation du scrutin du 6 mars ont été remis au préfet de Jacquesville et aux représentants de la commission électorale indépendante. Voilà, des législatives sécurisées malgré la crise sanitaire qui perdure. Il faudra observer les gestes anti-Covid durant cette période électorale. Voyons d'ailleurs le point de la situation sanitaire de ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 1028 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs. 179 personnes ont été déclarées guéries et malheureusement 2 personnes décédées. Ce 22 février 2021, la Côte d'Ivoire totalise 32 039 cas confirmés, dont 30 768 personnes guéries, 188 personnes décédés et 1083 cas actifs. Un bilan encore lourd. Il faut plus que jamais veiller au strict respect des mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination. Les cas Covid répertoriés en cette période en Côte d'Ivoire sont majoritairement des personnes jeunes. C'est ce que révèlent les autorités sanitaires ivoiriennes. Une situation dépeinte au cours du 141e point sur la gestion de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le rapport de Didier Nguessa. Les enfants en milieu scolaire et les jeunes jusqu'à 30 ans sont de plus en plus victimes de la Covid-19. Le point sanitaire sur les 3 dernières semaines, allant du 1er au 21 février, révèle 1115 cas chez ces derniers. Toutefois, les nouveaux cas de contamination ont baissé d'environ 22% comparé à janvier. Elles ne sont pas significatives au point de baisser la garde, selon Dr Edith Kwasi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 3 627 nouveaux cas de Covid-19 sur 60 635 tests analysés, soit 5,98% de l'échantillon. 4 582 nouvelles guérisons. Le taux de guérison est à 95,84%. Malheureusement, 32 décès ont été notifiés. Avec un nombre cumulé de décès de 186, la létalité au taux de décès était de 0,58. 1251 cas actifs. Sur le plan sécuritaire, l'amélioration du tableau pandémique a entraîné une régression dans l'observation des mesures barrières en général et dans le transport en particulier. Le porte-parole de la police nationale appelle à la mobilisation des transporteurs et des usagers. C'est un appel que nous voulons lancer justement aux transporteurs et aux citoyens lambda tout court qui empruntent le transport en commun, qui empruntent le transport privé. Même seul, il est conseillé dans nos véhicules d'avoir nos masques. Le souhait des forces de défense et de sécurité, ce n'est pas d'avoir constamment le bâton, mais c'est de faire en sorte que la carotte que nous tenons actuellement ne puisse pas se muer à très brève échéance en bâton. Le 141e point Covid-19 enregistre le contrôle de 1149 établissements de loisirs. On y observe une nette appropriation des mesures anti-Covid. Voilà une situation sanitaire qui nous concerne tous. Chaque Ivoirien est appelé à la responsabilité en cette période pandémique. Et l'accès aux services de soins est primordial dans cette période de crise sanitaire. L'hôpital général de Marcory a dans ce cadre reçu une ambulance médicalisée avec oxygène. C'est un don du président de la République remis par Idrissa Traoré, vice-président de l'Assemblée nationale. Salima Toudia. L'hôpital général de Marcory compte désormais une nouvelle ambulance médicalisée dans son parc automobile. Une ambulance remise à l'établissement sanitaire des mains du vice-président de l'Assemblée nationale au nom du président de la République Alassane Ouattara. Cette action en faveur de Marcory s'inscrit dans la vision du président de la République d'assurer une couverture médicale à tous les Ivoiriens et d'équiper en ambulance tous les établissements sanitaires. Le président au quotidien ne pense qu'au bien-être de ces populations et singulièrement au bien-être de Marcory. À Marcory, on peut citer 2 choses. Il y a l'échangeur et puis la réhabilitation du boulevard de Marseille. Ces 2 infrastructures déjà dénotent que Marcory est dans le développement.
L'hôpital général de Marcory voit ainsi ses capacités d'évacuation d'urgence de malades renforcées au profit de la population. Cette ambulance va renforcer le matériel pour permettre donc à Marcory de jouer réellement donc son rôle. C'est pourquoi donc au nom bien sûr de ceux qui vont donc l'utiliser, à savoir le personnel de l'hôpital général de Marcory, au nom donc de la population de Marcory, ce don-là, il dit merci à Monsieur le Président de la République. Plusieurs dons dans les domaines de la santé ou encore l'éducation sont annoncés pour un coût global de 300 millions de francs CFA dans les jours à venir. En agriculture, un accord facilitera l'accès aux semences de riz, une convention signée entre le ministère de la promotion de la riziculture et la firme Syngenta. Cette collaboration inclut une assistance technique et financière à toute la chaîne de la filière rizicole. 64 barrages seront réhabilités dans ce cadre. Le point de Cheikh Koné. Cet accord va porter sur 4 axes de collaboration dont l'objectif final sera un développement de toute la chaîne de valeur du secteur de la riziculture. Par cet accord, il s'agira dans un premier temps de mettre à la disposition de l'agriculture nos solutions innovantes pour une agriculture durable. Dans un second temps, le présent protocole de collaboration nous permettra d'offrir aux planteurs et aux leaders de pôle notre accompagnement technique qui est le garant de la bonne utilisation des solutions que nous proposons, mais aussi de l'atteinte des objectifs de haut rendement et de qualité du riz paddy que nous visons. Dans un troisième temps, notre collaboration inclut le volet financement de la chaîne de valeur. Dans la pratique, cet accord de collaboration va permettre la réhabilitation de 64 barrages et des parcelles rizicoles sur environ 55 000 hectares. Il est également prévu l'adoption et la mise en œuvre de projets rizicoles intégrés, à savoir le conseil agricole et le financement du fonds de roulement, une avancée notable, saluée à juste titre. Syngenta va faciliter la livraison de tout ce qu'il y a comme produit phyto à nos leaders de pôle et par conséquent aux producteurs. C'était un souci important pour les producteurs parce que même si vous avez les semences, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour lutter contre les mauvaises herbes, pour lutter contre les insectes, votre production ne peut pas être de qualité. Le gouvernement ivoirien a adopté en 2020 la stratégie nationale de développement de la riziculture sur la période 2020-2030, dont l'objectif est d'assurer l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025. Pour le prochain élément, une question vous est adressée. Parlez-vous votre langue maternelle? Si oui, l'enseignez-vous à vos enfants? Pour avoir des réponses à ces questions, Sam Konan a parcouru villes et villages du sud-ouest du pays. Le constat dans la majorité des foyers visités, c'est que les langues maternelles sont peu transmises aux jeunes générations. Un problème qui touche également d'autres pays du monde. Et selon l'UNESCO, 43% des langues parlées sont menacées de disparition. Suivons ce reportage. Ange Mbra est une écolière dans le village des Petits Pedro, dans la sous-préfecture de San Pedro. Élève en classe de CM1, Ange Mbra parle couramment sa langue maternelle. Petite démonstration. Viens, Bla. Va te laver. Comment dit? Viens étudier. Comment Parler sa langue maternelle, une fierté pour les enfants et leurs parents. J'ai appris ma langue maternelle avec ma grand-mère. C'est bon pour apprendre sa langue maternelle. J'arrive à parler avec mes parents. Voilà, j'arrive à parler aussi à mes amis qui parlent la langue maternelle aussi. C'est une fierté pour moi de comprendre ma langue maternelle. Il est bien que les enfants apprennent leur langue maternelle. Voilà, dans tous les cas, ils vont à l'école, ils vont apprendre la langue française à l'école. En ville, beaucoup d'enfants n'ont pas eu cette chance d'apprendre et parler leur langue maternelle. C'est le cas de Manuel Adrien, élève en classe de 5e, et de Keren Diagoné, en classe de seconde. Je suis bêtée, mais je ne comprends pas. Parce que mon papa, quand il lui dit de m'apprendre, il n'a pas le temps. Ici, les parents ne parlent pas bourreau, c'est français. Il y a 2 fois, ils parlent bourreau entre eux, mais nous, on ne comprend pas. Mais ce qu'ils veulent nous envoyer, c'est en français. Nous, on ne comprend pas bourreau. Ça me fait mal, je ne comprends pas bourreau. Sinon, des fois, on leur parle en bourreau. Mais comme ils ne comprennent pas, ils demandent. Donc, tu es obligé de reprendre en français.
On regrette parce que c'est très important pour les enfants d'apprendre leur langue maternelle. Dame Célestine Ako ne veut pas commettre les mêmes erreurs que sa voisine. C'est pourquoi elle s'y prend tôt avec ses petits-enfants. Comme ce sont les petits-enfants, elle les apprend à parler un peu. Au fur et à mesure, quand ils vont prendre de l'âge, et puis ils vont commencer à parler aussi. La journée internationale de la langue maternelle vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle et multilinguisme. Pour cet enseignant, il faut même inscrire l'apprentissage de nos langues maternelles au primaire. Bon, la langue maternelle, c'est ce qui fait nous très culturels. Très très important parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, nos traits culturels sont en train de disparaître. Il est nécessaire que nos enfants parlent leur langue maternelle. Pour moi, on doit enseigner ça. Selon l'UNESCO, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Voilà un reportage de Sam Conan dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle, journée célébrée le 21 février. Hors de notre pays, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué ce lundi lors d'une attaque dans la province du Nord Kivu. Il accompagnait un convoi humanitaire de l'ONU tombé dans une embuscade tendue par un groupe non identifié. Le diplomate italien a été mortellement blessé, son garde du corps et son chauffeur tués. Arrivé en 2017 en RDC, il était connu pour son engagement auprès des plus fragiles. Nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre journal sur RTI1. Portez-vous bien.